Il y a plusieurs questions derrière celle de la durée de vie. C'est quelle est la durée de vie maximale qu'un humain peut atteindre? Et, les chats, je n'ai pas de chat, mais ça vit, je sais pas, 20, 25 ans, un cheval, 30, 35 ans, parfois encore un peu plus. Donc à chaque espèce, on donne une durée maximale de vie. Quelle est cette limite chez les humains? Et puis quelle est la durée de vie moyenne, l'âge au décès en moyenne chez les humains? Donc c'est deux questions différentes et je vais commencer par la première, celle de la durée de vie maximale. Alors, on considère qu'il y a une limite, mais elle a été sans cesse repoussée. Il y a un peu plus de 2 siècles, Buffon avait décidé que c'était 100 ans. C'est-à-dire que, à supposer qu'un humain échappe pendant toute sa vie aux accidents de la vie, aux maladies, qu'il arrive à 100 ans, il allait mourir à 100 ans, parce que ça pouvait pas, un humain ne pouvait pas vivre plus de 100 ans. Alors, il n'avait pas totalement tort, parce qu'à l'époque de Buffon, il y avait sans doute très peu d'humains qui avaient dépassé 100 ans. Le phénomène des centenaires est très récent dans l'histoire humaine. Probablement que c'est 19e, 20e, en tout cas dans nos pays, qu'on a vu apparaître des centenaires. Alors l'un d'eux, je le cite, c'est Chevreul, qui a été directeur du Muséum national d'histoire naturelle, mon établissement, pendant très longtemps. Je crois qu'à 90 ou 80 ans, 95 ans, il était encore directeur du muséum. Et il est mort à 103 ans en 1889. Alors, je vous le cite parce que son 100e anniversaire a été très célébré, parce que c'était un phénomène extrêmement rare. Alors voici Chevreul en pleine force de l'âge, adulte, et puis le voici photographié par Nadar à 100 ans. Voilà. Et il avait encore 3 ans à vivre. Alors c'était exceptionnel, mais ça le devient de moins en moins. Et le nombre de centenaires explose de nos jours. Alors l'INSEE, voici la courbe de l'évolution du nombre de centenaires en France. En 1900, l'INSEE estime à 100, mais c'est très imprécis. Hein. Puis on a des chiffres plus précis ensuite. Aujourd'hui, ils sont autour de 25 000, hein, les personnes qui ont 100 ans ou plus en France. Hein. Et la projection de l'INSEE prévoit un décuplement de leur nombre d'ici 2050. Voilà. Alors, le phénomène de allongement de la durée de vie et puis de la montée des très vieux, il est illustré par le graphique suivant qui a été établi à partir des statistiques d'état civil suédoises. Alors la Suède a la chance d'avoir un état civil de très bonne qualité, et ceci depuis très longtemps. Donc il y a très peu de naissances, de décès qui échappent à l'enregistrement. Les informations sont précises. Et alors, un collègue américain, John Wilmots, a retracé à partir de cet état civil l'évolution année après année, en partant de 1861, du plus vieux décédé dans l'année en Suède. Donc il a regardé pour chaque année la statistique des décès et la répartition de l'âge des personnes décédées en Suède. Et à chaque fois, il a repéré quelle était la personne qui avait l'âge le plus élevé au décès. Alors vous voyez qu'en rouge, c'est les femmes, en bleu, c'est les hommes. Et il y a 150 ans, la personne qui était la plus âgée à mourir dans l'année, elle avait autour de 101 ans. Alors les femmes un peu plus, les hommes un peu moins, mais parfois c'était un homme qui était le plus vieux à mourir. Alors, vous voyez que la tendance a été à une augmentation de cet âge du plus vieux décédé dans l'année. Et puis, dans les années 60, on en était plutôt à autour de 105 ans. Et puis, récemment,
et l'augmentation s'est accélérée, enfin en tout cas elle est plus rapide, hein, et ces dernières années on est plutôt à 109 ans, 110 ans. En moyenne, hein, il y a des années où la personne la plus âgée, elle est encore plus âgée que cette moyenne, et d'autres. Et puis c'est toujours les femmes qui sont un peu devant les hommes. Voilà. Alors, on peut dresser le même type de courbe pour la France, puisqu'on a l'état civil tenu par l'INSEE, les statistiques d'état civil. Donc voici l'équivalent pour la France, l'âge au décès le plus élevé, année après année. Mais c'est une courbe qui est moins régulière que celle de la Suède. Alors là, ça démarre en 1900, hein, vous voyez, et puis ça s'arrête là en 2000. Et puis, il y a des plateaux, certaines années ou certaines périodes un peu suspects. Et puis, il y a surtout que notre héroïne, Jeanne Calment, qui est morte en 1997 à 122 ans, elle ne figure pas dans la statistique. Et comme un certain nombre de ses prédécesseurs qui ont vécu très longtemps. Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, lorsque pour un décès, l'âge au décès dépassait un certain âge, à une époque c'était 105 ans ou 110 ans, c'était considéré comme une erreur de codage ou de saisie. Et donc, l'âge au décès de la personne en question était réimputé au hasard. Donc, Jeanne Calment ne figure pas, et elle est peut-être que dans la base de données, elle est enregistrée comme morte à 1 an. Je ne sais pas. Vous voyez ? Alors, ça a changé depuis, hein, parce que et donc l'INSEE a corrigé ses méthodes de correction. Il y a toujours des imperfections, hein, dans les données. Voilà. Alors, les super centenaires, c'est les personnes qui ont fêté leur 110e anniversaire. Et c'est une nouvelle classe d'âge qui prend en réalité statistiquement. Et là, c'est un phénomène encore plus récent que les centenaires. Alors, à l'échelle mondiale, probablement qu'il y a quelques centaines de super centenaires, peut-être de quelques milliers, en comptant les vivants et les morts. La plupart, ils sont morts, hein. Et en France, peut-être que les super centenaires, ils sont, et en vie, ils sont une trentaine, hein, des personnes qui ont 110 ans ou plus. Alors, ce n'est pas si facile que ça de les identifier, de les dénombrer, hein. D'abord, il y a le respect de la vie privée, donc il y a des collègues qui sont à la chasse aux super centenaires en utilisant diverses sources, en les croisant. Donc, c'est les journaux locaux, vous savez, quand il y a déjà un centenaire. Alors maintenant, le maire ou la mère ne se déplace plus pour l'anniversaire des 100 ans de Madame Machin ou Monsieur Machin, tellement il y en a, hein. Un super centenaire, ça marque, hein. Voilà. Alors, parmi la trentaine de super centenaires en vie actuellement, il y a la doyenne des Français qui s'appelle Lucille Randon, qui a 115 ans. Alors, elle est née le 11 février 1904. Et donc, dans 3-4 mois, si elle tient le coup, parce que à ces âges-là, on est très, très fragile, hein, eh ben, elle atteindrait 116 ans. Alors, il faut savoir qu'elle est la dauphine, parce que la doyenne de l'humanité, enfin, c'est une femme, hein, le doyen de l'humanité, c'est une femme actuellement, c'est une japonaise qui a 116 ans et 8-9 mois. Mais la personne qui vient juste après, eh ben, c'est notre Lucille Randon. Elle est la deuxième personne la plus âgée de la planète en vie. Ah, les Français se débrouillent pas mal. Souvent, elles sont bien placées dans ce classement. Alors, c'est un classement qui change très vite. Il y a un turnover, parce que le titre de doyenne ou de doyen, ça, c'est voilà. Jeanne Calment, voilà, a été. Alors, c'est moi qui les ai appelés les hypercentenaires, des gens qui ont atteint 116 ans, alors en vie ou décédés. Alors, il y a une seule personne des 116 ans qui est en vie actuellement. C'est justement cette japonaise qui. Mais si on fait la somme, si on fait la totalité de
ceux en vie, alors il y a 7 japonaises, et puis les autres qui sont morts, qui n'ont jamais atteint 116 ans, ben, il y en aurait eu 18. Alors ça, c'était au 1er janvier 2019, c'est quand je faisais mon livre, là. J'ai arrêté le décompte au 1er janvier 2019, et donc je n'ai pas compté la japonaise qui, le 1er janvier 2019, avait encore 115 ans. Mais elle a fêté son 116e anniversaire le 2 janvier 2019, vous voyez, donc... voilà mon tableau. Elle n'avait pas encore, elle n'était pas dans ce groupe des 18 personnes au 1er janvier de cette année qui avaient atteint l'âge de 116 ans, qui étaient toutes décédées. Et vous avez ici à chaque fois leur nom, leur âge au décès, l'année où elles sont décédées, puis où elles sont décédées. Alors vous voyez qu'il y a un petit point pour chacune sur la carte mondiale. Donc c'est toutes des personnes pratiquement des pays développés. Hein. L'Europe, l'Amérique du Nord et ici le Japon. Et il y a quand même 2 personnes là dans des pays en développement. Et alors, en rouge, les femmes, en bleu, les hommes. Ben, sur ces 18, il y a un malheureux homme. C'est un japonais, Jirumun Kimura, qui est mort à 116 ans en 2013 à Kishango, au Japon. Alors, ça vous illustre que c'est vraiment un phénomène féminin hein, de vivre des records, hein, mais il y a quand même quelques hommes qui se débrouillent. Voilà. Alors, la détentrice du record de la personne qui a vécu le plus longtemps au monde, c'est toujours Jeanne Calment, qui est née en 1875 et qui est morte en 1997 à l'âge de 122 ans. Et la question, quand sera-t-il battu ce record? Et régulièrement, il y a des publications de chercheurs qui remettent en doute ce record tellement il est étonnant. Parce que la personne suivante, donc dans la liste des personnes qui ont vécu le plus longtemps au monde, c'est une Américaine qui a 119 ans, qui est morte à 119 ans. Donc 122 ans, la seconde 119 ans, et la troisième, mais elles sont plusieurs, 117 ans. Donc il y a des trous. Et je vous ai dit, la détentrice du record en vie, c'est cette japonaise qui a 116 ans, qui, si elle tient le coup, arrive jusqu'au 2 janvier 2020, fêtera son 117e anniversaire. Hein? Mais il faut qu'elle tienne encore 5 ans pour battre le record de Jeanne Calment. Hein. Or, comme je vous le disais, ça tourne. Et donc, là aussi, des collègues, alors probabilistes ou mathématiciens, se sont posé la question, mais combien de temps faudra-t-il attendre pour qu'une personne batte le record de Jeanne Calment? Ben, peut-être que ça va prendre des décennies, peut-être 50 ans, peut-être plus. Et c'est un des arguments de ceux qui disent c'est pas vrai, c'était pas elle, c'était sa fille, parce qu'elle avait une fille qui est morte relativement jeune, il y a 60 ans, 70 ans. Et donc, lorsque la soi-disant Jeanne Calment serait morte, il y a 60-70 ans, en fait, sa fille aurait pris sa place, il y aurait eu substitution d'identité. Ok, mais c'est extrêmement peu probable. Jeanne Calment était une notable de la ville d'Arles. Elle était une famille de commerçants, mais bien en vue et tout. Elle avait une grande sociabilité. Donc, quand on retourne aux articles de presse lors de son enterrement, enfin, et puis l'enterrement de sa fille était aussi une personne connue. On ne peut pas comme ça changer d'identité. Si vous vivez dans un hameau perdu d'un bled, au fin fond de la Lozère, vous pouvez peut-être imaginer ce genre de choses, mais pas dans une ville où ces personnes étaient bien connues, suivies. Donc, c'est pas exclu qu'il y ait eu cette substitution en ta vie, mais c'est extrêmement peu probable. Comme l'est le fait qu'une personne ait atteint 122 ans. Ça reste extrêmement peu probable. Mais si certains événements survenaient pas alors qu'ils sont extrêmement peu probables, la météorite géante qui est tombée
au Mexique, dans le Yucatan, il y a 63 millions d'années, qui a contribué à la fin du secondaire et début du tertiaire et à la chute brutale de la biodiversité. Alors, des scientifiques discutent encore, est-ce que c'est le seul événement, est-ce qu'il y a eu d'autres? Probablement que c'est une combinaison, mais elle a contribué de façon décisive. Quelle est la probabilité de la chute d'une météorite de la taille de celle d'il y a 62 millions d'années? Rien du tout. C'est comme là. Voilà. Bon. Donc, Jeanne Calment, ça reste du solide tant qu'on n'a pas démontré la couleur. Et alors, la question plus large derrière le cas de Jeanne Calment, c'est comment évolue le risque de décès aux très grands âges. Et actuellement, les spécialistes du sujet discutent beaucoup. Est-ce qu'il y a un plateau ou non à partir d'un certain âge? Alors, cette question, elle préoccupe beaucoup les scientifiques de la mortalité aux très grands âges. Il faut savoir que la courbe de variation du risque de décès avec l'âge, elle est du type presque d'une droite aux très grands âges. C'est-à-dire que la mortalité, le risque, si vous voulez, de mourir dans l'année, pour une personne qui fête son anniversaire, le risque qu'elle meure avant de fêter son anniversaire suivant, l'année suivante, il augmente continuellement avec l'âge. Presque. Là on est à 65 ans, 70, voilà. Au moins jusqu'à 105 ans. Et à 105 ans, quand on a suffisamment d'observations pour estimer que dans des pays développés comme ceux de l'Europe, une personne qui fête son 105e anniversaire, elle a presque une chance sur deux d'être encore en vie et de fêter son anniversaire suivant l'année suivante. Donc la probabilité qu'elle soit encore en vie un an après est de l'ordre de 1,5. Mais elle a une chance sur deux de mourir avant d'y arriver. Et vous voyez que c'est nettement plus élevé, donc c'est ce chiffre-là. Si vous voulez, une personne qui atteint 90 ans, elle a quand même, alors c'est pour les femmes ça, ou c'est pour les hommes et femmes confondus? Une personne qui atteint 90 ans, c'est pour les hommes là, un homme. Il a, si vous voulez, une probabilité de 0,2, donc un risque de 20% de mourir avant d'atteindre 91 ans. Donc la majorité des gens qui fêtent leurs 90 ans, les hommes là, ils sont là encore un an après. La moitié des gens qui fêtent leur 105e anniversaire sont encore là pour leur 106e. Et la question, est-ce que la courbe continue d'augmenter, le risque avec l'âge, ou est-ce qu'à un moment, il y a un plateau, mais avant que ça soit 100%? C'est un débat. Certains prétendent qu'il y a un plateau, justement à peu près à 50% de chance. Alors, il y a une étude qui a été publiée l'an passé avec des données italiennes. Les Italiens aussi ont beaucoup de centenaires, de gens de 105 ans, donc ça permet de faire des calculs. Et qui ont prétendu qu'à partir de 105 ans, c'était un plateau. Ça n'augmentait plus le risque. Mais ça a été contesté parce que c'est vraiment trop petit le nombre d'observations. Donc on ne pourra pas répondre tout de suite à la question. Mais elle est intéressante théoriquement parce que s'il y a un plateau et qu'on n'a pas 100% de chance d'être mort, de mourir d'ici son anniversaire suivant, mais que c'est 50%, ça veut dire que l'espérance de vie, elle reste la même que vous ayez 105, 106, 107, 100, le nombre d'années restant à vivre, alors qui est faible, mais qui est quand même de plus d'un an, c'est 2, 3 ans. Et il y en a même qui disent que ça pourrait même rebaisser un petit peu. Et donc, ça serait une sorte d'immortalité. Donc, ce n'est pas anodin comme question. Est-ce que l'espèce a une forme d'immortalité?
parce que l'augmentation du risque continue avec l'âge. Alors on arrive à des chiffres 100%. Ça revient un peu au modèle de Buffon, si vous voulez, d'il y a 2 siècles. Hein. Mais on ne sait pas. Alors, je reviens au début de ma présentation. Il y a 2 questions distinctes dans cette question des limites de la durée de vie. Quel est l'âge limite? On vient de le traiter dans l'espèce humaine, qu'une personne ne pourra jamais atteindre. Bon. Et alors, on n'est pas sûr. Hein, 122 ans, ça a été observé. 150 ans, il y en a qui proposent que... Bon, on ne sait pas. On ne sait pas. Hein, c'est pas exclu, mais... Il y en a qui disent même que les personnes qui vont vivre 150 ans ou 200 ans sont déjà nées. C'est peut-être pousser un peu loin le bouchon. Et puis l'autre question, c'est quelle est la limite de la durée de vie moyenne? C'est-à-dire que l'âge moyen au décès, voilà. Et c'est la moyenne qu'on peut observer dans une société, un pays, ou à l'échelle de l'humanité tout entière. Alors à l'échelle de l'humanité, on dispose de statistiques pour retracer l'évolution de l'espérance de vie à l'échelle mondiale. Ça, c'est les statistiques des Nations Unies. Et donc, les Nations Unies estiment qu'en 1950, l'espérance de vie à la naissance dans le monde était de 45 ans. Qu'aujourd'hui, elle serait de 72 ans, 73 ans. Et puis, les projections des Nations Unies imaginent qu'elle va continuer à augmenter. Hein, donc elle atteindrait plus de 75 ans en 2050. Alors, donc en 2019, elle est estimée à 72 ans à l'échelle mondiale. Alors vous voyez que c'est un progrès très important par rapport à 1950, où c'était 45 ans, et probablement, et par rapport à, mettons, il y a 2 siècles, où elle était probablement entre 25 et 30 ans. On a pu mesurer l'espérance de vie à la naissance en France. On peut remonter jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. On l'estime à moins de 30 ans. Vous voyez, donc ça devait être à peu près ce chiffre-là pour l'ensemble de l'humanité, il n'y a pas très longtemps. Donc on a vu l'espérance de vie multipliée par 2,5 hein, depuis que... Alors, bien sûr, ces moyennes cache de grandes variations selon les pays. Et en 2019, on estime que l'espérance de vie à la naissance est de 84 ans au Japon. C'est le pays qui détient le record. Et 53 ans au Sierra Leone. Donc c'est en Afrique subsaharienne qu'on observe les espérances de vie les plus faibles. Mais 53 ans, c'est déjà plus que les 25-30 ans qu'il devait y avoir il y a 50 ou 100 ans. Hein. Voilà. Et l'espérance de vie à la naissance augmente pratiquement partout, y compris en Afrique. Alors comment connaît-on l'espérance de vie à la naissance? Dans les pays qui disposent de statistiques d'état civil, où tous les décès sont déclarés, enregistrés, on sait pour chacun quel âge avait la personne, on peut mesurer la mortalité de façon détaillée, et donc ce qu'on appelle la fonction de mortalité ou la table de mortalité. Voilà. Et donc en France, ça permet de tracer ce type de courbe. Donc c'est des courbes qui, vous avez l'âge ici en abscisse de 0 à 100 ans ou 105 ans, et puis pour chaque âge est indiqué le risque de décéder dans l'année d'une personne de cet âge-là. Alors, vous avez plusieurs courbes qui correspondent à plusieurs générations de naissance. Alors, on va commencer par la courbe rouge foncé. C'est les personnes nées en 1806. Alors, elles sont toutes mortes, bien sûr, il n'y en a plus aucune qui est en vie. Mais grâce à l'état civil, on a pu mesurer le risque pour ces personnes nées en 1806 de mourir lorsqu'elles avaient, alors, lors de leur première année, après, lorsqu'elles avaient 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors, vous voyez que c'est une courbe avec un creux vers un peu après 10 ans, puis ça remonte, un plateau, et puis hop, là, c'est une échelle logarithmique. Donc,
Si c'est une droite, le risque augmente de façon exponentielle. Alors la fin de la courbe est un peu chahutée, c'est qu'il n'y a plus grand monde pour mesurer, c'est un peu incertain. Alors plus voilà, on avance, vous avez la génération 1875 en rouge plus clair, la génération des personnes nées en 1900, c'est en orange, les personnes nées en 1925, c'est en orange clair. Alors ces personnes nées en 1925, ben, elles ont aujourd'hui 94 ans. Hein. Et il y en a encore pas mal en vie. Et donc, c'est des petits tirets pour la fin, parce qu'on ne sait pas hein, quelle va être, pour celles qui vivent encore, quels vont être leurs risques de décès. On ne les a pas observés. Et puis, vous voyez qu'on va à la fin avec la génération des personnes nées en 1975 et qui aujourd'hui, enfin cette année, ont fêté leur 44e anniversaire. Hein. Donc, alors les courbes, je les ai dessinées il y a déjà une dizaine d'années, donc on sait maintenant ce qui s'est passé. Alors pour certaines de ces générations, elles n'ont pas eu de chance, elles ont traversé des guerres et elles ont été décimées pendant la guerre. Donc vous avez par exemple la génération née en 1900, voilà, ici, qui a connu la guerre de 14-18, hein, aussi celle de 39-45, mais avec une forte mortalité. Et puis la génération née en 1925, qui a aussi expérimenté une surmortalité pendant les années de guerre. Mais vous voyez, ça ne concerne en général que les âges où se passait la guerre, hein, à la fin de la guerre. Alors bien sûr, ça doit être, c'est quoi? C'est hommes et femmes confondus? Probablement, oui. Donc ça concerne surtout les hommes, hein, la surmortalité, mais la population civile aussi a été touchée. Mais c'est voilà. Donc c'est grâce à ces courbes et ces chiffres qu'on peut calculer la durée de vie moyenne de ces générations. Alors après, on pourra le voir si on a un peu de temps, parce qu'il faut que j'avance. Alors quelle est la limite des progrès de l'espérance de vie? Y a-t-il même une limite? Alors là, on parle de l'espérance de vie, hein, la durée de vie moyenne. Et on va prendre le cas de la France. Je vous ai dit, donc là, la courbe part de 1740 jusqu'à aujourd'hui. L'espérance de vie à la naissance était de moins de 30 ans au milieu du XVIIIe siècle. Elle a augmenté, pas continuellement, mais donc, avec des interruptions lors des guerres. Hein, mais à la sortie de la guerre, la courbe reprend son niveau d'avant-guerre et sa tendance d'avant-guerre. Hein. Et puis, la hausse était modeste hein, pendant le XIXe siècle. Elle s'accélère à la fin du XIXe siècle. Et puis, depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, c'est une hausse presque continue au rythme de 3 mois en plus par an. Voilà. Alors, pour le début de la courbe, la hausse, elle a tenu principalement à la baisse de la mortalité des enfants. Si l'espérance de vie était aussi faible, c'était parce que une partie importante des enfants mouraient en bas âge, ce qui pesait dans la moyenne. Hein. Alors vous voyez que la mortalité infantile, dont le risque pour un nouveau-né de mourir avant son premier anniversaire, il était de près de 300 pour 1000, 30% au milieu du XVIIIe siècle, on l'a estimé. Il a beaucoup baissé au tournant du XVIIIe et du XIXe. C'est en partie grâce à une innovation médicale, la vaccination contre la variole, le premier vaccin qui a existé. Là, pendant le XIXe siècle, vous avez une baisse puis une hausse dans la deuxième moitié. C'est la période d'industrialisation, exode rural, les conditions de vie dans les villes des ouvriers sont déplorables. Il y a une mortalité des enfants incroyable. Aussi, on envoie les enfants à la campagne en nourrice, ils meurent en quantité. Il y a une politique pour
prévenir voilà, la protection maternelle et infantile date de la fin du 19e pour enrayer cette mortalité des enfants. Et puis c'est Pasteur et les innovations pastoriennes, la mortalité des enfants se met à baisser, sauf parfois été chaud ou grippe, et puis elle n'a cessé de baisser pour atteindre des niveaux 100 fois plus faibles qu'il y a 2 siècles et demi. Un nouveau-né qui naît aujourd'hui en France, le risque qu'il meure dans sa première année, il est de 3 ou 4 pour 1000. Voilà. Donc c'était le principal moteur de la hausse de l'espérance de vie pendant longtemps. Maintenant, elle est si basse, la mortalité infantile, que même si on fait des progrès, alors c'est à discuter, ça ne pèse plus sur la moyenne. Et les progrès viennent depuis une cinquantaine d'années des succès de la lutte contre la mortalité des adultes et surtout des personnes âgées. Maintenant, on ne meurt pratiquement plus dans l'enfance ou à l'âge adulte. La plupart des décès ont lieu aux âges élevés, voire très élevés. Et alors, les progrès dans la lutte contre la mortalité des personnes âgées sont très récents. Ici, j'ai reporté l'espérance de vie à 60 ans en France depuis 1806. Donc, vous considérez une personne qui a 60 ans, combien il lui reste d'années à vivre en moyenne? Eh bien, vous voyez que ce soit un homme ou une femme, au début du 19e siècle, autour de 14 ans. Et ce nombre d'années qui restent à vivre n'a pas beaucoup changé. Il y a 50 ans, ou 60 ans, en 1950, un homme de 60 ans pouvait espérer vivre encore 14 ans, 15 ans, comme un siècle et demi plus tôt. La mortalité aux âges adultes et élevés n'avait pas beaucoup changé. Chez les femmes, elle avait commencé à augmenter. Elle a énormément augmenté maintenant pour les deux sexes, puisque pour un homme qui atteint 60 ans, aujourd'hui on estime qu'il a encore en moyenne autour de 24 ans à vivre, une femme plutôt 27-28 ans. Vous voyez les progrès qui viennent de la lutte contre la mort chez les adultes. Alors, revenons à l'espérance de vie à la naissance, là. Vous avez son évolution en France depuis 1994, séparément pour les femmes et pour les hommes. Alors, vous voyez déjà le fossé entre les deux espérances de vie. La question, est-ce que ce ralentissement, il est conjoncturel ou il est le signe d'une nouvelle tendance de fond? Est-ce qu'on a atteint les limites? Alors, si on regarde l'évolution de l'espérance de vie à la naissance depuis 1950, on a eu un ralentissement aussi il y a 50 ans, dans les années 60. Et à l'époque, on se disait, ça y est, c'est fini, on a atteint les limites. Et cette vision est retracée par les projections de l'INSEE à cette époque pour l'évolution de l'espérance de vie à la naissance qui était avec un plateau rapidement atteint. Et vous voyez que, en fait, ces plateaux, soi-disant, ont été crevés très vite. Et donc, l'INSEE a revu ces hypothèses fortement à la hausse, et même l'idée même d'un plateau a été abandonnée. Il y a peut-être un plateau, mais on ne sait pas où il est. Et voici la dernière projection de l'INSEE, publiée en 2016. Vous voyez, ça continue à augmenter. Donc, on a changé radicalement de vision, d'une vision avec un plateau assez bientôt à une vision. Alors, pourquoi ces gains phénoménaux de 3 mois par an? Eh bien, c'est parce que là, vous avez l'évolution de la mortalité par grand groupe de décès en France depuis 1925. Vous voyez qu'en 1925, la première cause de décès, c'était les maladies infectieuses et respiratoires. La deuxième, c'était les maladies cardiovasculaires. Et les cancers étaient loin derrière. La mortalité par maladies infectieuses et respiratoires s'est effondrée. Les maladies cardiovasculaires sont devenues la première cause de décès dans les années, donc au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. La mortalité cardiovasculaire s'est effondrée à son tour. Et donc aujourd'hui, c'est les cancers qui sont la première cause de décès. Et si on fait des progrès, voilà. Donc les maladies infectieuses ne sont plus une cause importante.
Les maladies cardiovasculaires, elles sont encore importantes comme cause de décès, mais elles ont beaucoup reculé, et c'est les cancers. Alors, les ralentissements récents des progrès de l'espérance de vie en France, ça vient de ce que la mortalité par cancer stagne chez les femmes. Et il y a certains cancers liés au tabac, notamment le cancer du poumon, qui est en augmentation chez les femmes, et d'autres. Chez les hommes, ils sont plus élevés, les taux de mortalité par cancer liés au tabac, mais ils sont en baisse, parce que les hommes, ça fait un bout de temps qu'ils fument de moins en moins. Et les évolutions dans un certain nombre d'autres pays développés, avec les États-Unis où l'espérance de vie baisse depuis quelques années. Donc, est-ce qu'on peut continuer à gagner 3 mois par an indéfiniment? Donc, on est à 82 ans en France. 85 ans, 90 ans, 95 ans, dans quelques décennies. Pourquoi pas? Mais il faut que les progrès continuent. Donc, la mortalité par cancer doit continuer à diminuer chez les hommes. Elle doit se mettre à reculer chez les femmes. Et 100 ans, 150 ans, ce n'est pas exclu un jour en termes d'espérance de vie, mais ce n'est pas pour tout de suite. Hein. Et il faudrait que de nouveaux terrains de lutte soient trouvés pour faire baisser les maladies qui vont tuer majoritairement. Donc, ça sera peut-être des maladies neurodégénératives. Et donc, il faudra de nouvelles innovations médicales et aussi sociales pour que ces innovations entraînent une poursuite de la hausse de l'espérance de vie. Et puis, pour l'immortalité, bon, je vous laisse...